Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Merci à l'association l'Espace d'Espérance et à tous ses adhérents, et présidents et ses jeunes familles de m'accueillir à nouveau. Je suis bien contente de venir vous voir. Alors, je vais commencer par la présentation, parce que c'est comme ça que ça commence. Donc, comme l'a dit François, je viens du Puy-de-Dôme, j'habite là-bas, et j'exerce là-bas aussi en tant que médium. Voyante également, puisque ça fait partie aussi de mes capacités, et channel, ce qu'on appelle un channel, on va en discuter un petit peu. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est à travers un petit peu mon expérience personnelle, et puis à travers aussi la vôtre, parce que vous faites partie également de ce grand plan, et vous avez vous-même vos expériences. Et le but de cette petite conférence, c'est un petit peu de mettre les points sur les i par rapport à la médiumnité, différencier un peu ce qu'est la médiumnité, la voyance, et est-ce la médiumnité une opportunité? Est-ce une nécessité? Est-ce les deux? Est-ce pas du tout ce genre de choses auxquelles on doit associer? Bon, on va essayer d'en discuter. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit peu de faire ce chemin avec moi, et à la fin, on prendra un petit quart d'heure, si vous voulez, pour des questions-réponses. Alors, pas des questions voyance, hein. Je suis pas là pour répondre si vous allez acheter une maison ou vous fiancer la semaine prochaine. C'est plutôt des questions sur la spiritualité, sur le monde de l'au-delà, sur des choses qui vous intriguent, que vous aimeriez un petit peu plus savoir. Je dis pas que je détiens la science infuse, loin de là, hein. Mais je suis médium depuis que je suis enfant. Je suis arrivée avec ça. J'ai rien demandé. Alors justement, ma vie, c'est quoi? Je suis une femme comme toutes les autres, hein. Je suis pas perchée à faire de la méditation tous les jours. Je vis comme tout le monde. J'aime regarder des films, j'aime manger des bonnes choses. Je suis une épicurienne aussi, puisque je suis sur Terre, donc j'incarne ce que je suis. Mais à côté de ça, j'ai cette particularité de pouvoir communiquer avec ce monde invisible. Ce monde invisible, il est venu à moi dès la petite enfance. Je l'ai rencontré très très jeune. Du plus loin que je me souvienne de mes expériences, c'était vers l'âge de 5 ans, où je voyais des personnes défuntes. Sauf qu'à l'époque, je ne savais pas trop faire la différence entre les vivants et les morts, parce que tels que je les voyais, il n'y avait aucun filtre. Par contre, je ne les entendais pas. Mais il n'y avait aucun filtre, c'est-à-dire j'étais capable de croiser quelqu'un dans la rue et de voir cette personne traverser une autre personne en même temps, ou traverser des murs, traverser des portes, et c'était très intriguant pour moi. Et la petite fille que j'étais, je voulais faire pareil, donc j'essayais de traverser les murs. Heureusement que j'avais des parents qui étaient cool, parce que j'aurais fini en hôpital psy, et qui ont bien compris que j'avais quelque chose de plus que les autres. J'étais un petit peu particulière. Et j'avais un raisonnement qui était très adulte sur beaucoup de choses. Donc, vers l'âge de 11 ans, il s'est passé quelque chose d'assez étrange chez moi, enfin d'assez étrange. C'est-à-dire à 11 ans, où mes copines jouaient à la poupée, moi je me posais des questions existentielles. Je me demandais qui j'étais, pourquoi j'étais là, qu'est-ce que j'étais venue faire ici, pourquoi les gens ne voyaient pas ce que je vois. Est-ce que j'étais folle? Est-ce que j'avais un problème psy? Est-ce que j'avais un problème Enfin, on se pose beaucoup de questions, puis quand on est un petit peu plus, on va dire, éveillé. Et puis, c'est là que mes parents m'ont vraiment pris au sérieux, à une époque, puisqu'il s'est trouvé que un matin, à midi, j'ai déboulé dans la cuisine vers ma mère, un peu comme auto-guidée, et je me suis arrêtée devant elle et je lui ai dit, maman, je suis désolée, mais je pourrais pas aller à l'enterrement de grand-mère parce que je vais être très très malade, mais vous inquiétez pas, vous trouverez le médecin qui me soignera. Puis je suis repartie, ma mère m'a attrapée, elle m'a dit, mais ta grand-mère est pas morte, et puis tu vas bien. Sauf que 10 jours plus tard, ma grand-mère est décédée, et au même moment, mon frangin et moi, mon frère avait 4 ans de plus que moi, on a chopé les oreillons tous les deux. On a été très malades. Et puis, le focus était un peu posé sur mon frère, parce que c'est un petit garçon, et on sait tous que les oreillons, c'est pas très très bon pour les petits garçons. Sauf que la plus malade, ça a été moi, puisque les médicaments que j'ai pris, les antibiotiques à l'époque qu'ils m'ont donné, m'ont déclenché une pancréatite aiguë. Donc je vous dis pas 11 ans, une pancréatite aiguë, c'est quelque chose d'inattendu, hein. Et j'ai vu 7 médecins, et c'est le dernier qui a pu trouver ce que j'avais. Et il s'est passé également un événement assez surnaturel, on va dire.
Le jour de l'enterrement, mes parents étaient à l'enterrement, ils m'ont fait garder par une amie. Et j'étais très affaiblie. Faut savoir qu'une pancréatite aiguë, bon, je vais vous passer les détails, mais enfin, vous vomissez, vous mangez pas. Enfin, une cuillère d'eau, je la rejetais. Donc, j'étais très, très affaiblie. J'avais perdu 1 kilo par jour. Et j'étais au fond de mon lit, l'ombre de moi-même. Et puis, à un moment donné, je me suis réveillée et j'ai entendu « Va chercher le livre ». Je savais pas de quel livre il s'agissait, mais je voulais lire. Il fallait que j'aille lire quelque chose. Donc, je suis sortie avec le peu de force qui me restait. Je suis sortie de mon lit, je suis allée dans la bibliothèque de mes parents, j'ai regardé et là il y avait un livre blanc qui se détachait un peu des autres, qui était un peu sorti du rang, on va dire. Et tout de suite j'ai été attirée par ce livre et je l'ai pris. Et j'ai vu, alors c'était un livre blanc, la couverture était toute blanche et c'était écrit en bleu dessus, la vie de Bernadette Soubirous. Alors, je suis pas quelqu'un de religieux, je vous expliquerai un petit peu pourquoi aussi tout ça. Bref, ce livre, je me mets à le dévorer, je le lis et je vais le reposer à la fin de la journée à sa place. Et le lendemain, miracle, je suis guérie, il n'y a plus rien. Le médecin vient, il me dit, on va la réhydrater, etc. On essaie de m'hydrater du mieux possible. Et je suis revenue, mais vraiment en pleine forme. C'est passé du je vais mourir à ça y est, tout va bien. J'ai dit je veux manger, j'ai faim et tout. Et quelques jours après, j'ai demandé à ma mère, je suis revenue dans la bibliothèque et je voulais retrouver le livre. Je savais très bien où je l'avais mis et le livre n'y était plus. Donc je descends vers maman et puis je lui dis maman, il est où le livre sur Bernadette Soubirous? Elle me dit mais on n'a jamais eu de livre sur Bernadette Soubirous. J'ai ah bon? Je l'ai lu, je suis sûre que je l'ai lu. Je me suis d'ailleurs trouvé beaucoup de points communs avec ce personnage et je suppose, c'est moi qui le dis, mais je le ressens au fond de moi, je pense qu'elle a été à un moment donné une de mes guides spirituelles et qu'elle m'a aidée dans cette période-là. Et cet événement a réveillé chez mes parents beaucoup de choses puisqu'à ce moment-là, ils se sont dit, bon, la petite Toune, elle dit des choses quand même qui arrivent, qui se passent, etc., etc. Et j'ai eu la chance et le grand bonheur d'avoir des parents extraordinaires qui ne m'ont jamais barré dans cette médiumnité, qui ne m'ont jamais dit que j'inventais des choses, que j'avais des amis imaginaires, etc. J'avais bien choisi ma famille. Il fallait que ça se passe comme ça pour que je puisse être aujourd'hui en train de vous parler également. Donc j'avais ces capacités et à l'âge de 16 ans, je me suis posé beaucoup de questions, bien évidemment, parce que j'étais pas la jeune fille comme tout le monde. Je me sentais très différente, j'avais aucune réponse, personne n'était comme moi, tout le monde était très terre à terre, rationnel. Et moi, j'étais à l'école et puis d'un seul coup, je sentais une présence, je me tournais, je voyais un gars qui était assis à côté de moi, qui avait rien à faire ici, qui était une âme défunte, qui était une âme errante. Je faisais un bond, mes copines disaient qu'est-ce qu'il y a? Je fais il y a rien, il y a une abeille. J'étais obligée de cacher tout ça, quoi, de contrôler, d'être très très alignée avec moi pour pas me faire rejeter parce que j'avais très peur du rejet et c'est une des blessures d'ailleurs que je suis venue régler sur cette terre. Donc cette médiumnité, j'avais pas de mots pour mettre dessus. Mes copines m'appelaient la petite sorcière parce que je faisais de la divination, c'est-à-dire je voyais les choses, j'avais des flashs, je pouvais prédire, je leur disais cet après-midi on a un terreau de temps et sur tel sujet. Et puis ça matchait à chaque fois quoi. Donc on m'appelait régulièrement la petite sorcière. Je savais, voilà, j'avais toutes ces parties-là intimes et inexplicables pour moi parce que aujourd'hui, bon, j'ai 60 ans. À l'époque, quand j'avais 16 ans, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait rien, il y avait les bibliothèques. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans une bibliothèque à Thiers, là où je suis née. Et je suis allée dans le rayon ésotérique et les premiers livres que j'ai lus, c'est les livres d'Alan Kardec, le livre des esprits, le livre des médiums et Raymond Moody, La vie après la vie. Et là, j'ai eu des réponses. Et là, j'ai compris, je me suis dit, t'es pas folle, il y en a d'autres comme toi sur cette terre, tu es médium. Voilà, j'ai pu mettre enfin quelque chose de rationnel sur quelque chose d'irrationnel. Ça m'a rassurée. Et à partir de là, j'ai dit, bon, alors ça, tu le contrôles pas du tout. Donc moi, ça me va pas du tout parce que je suis quelqu'un qui est plutôt organisé, qui aime maîtriser les choses, pas dans le sens où il faut que j'ai la main sur tout, c'est pas ça, c'est que je dois pouvoir maîtriser le langage, le gestuel, la parole, la pensée, etc. On peut pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Donc j'ai dit ça, c'est bien, c'est cool, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc j'ai commencé à m'entraîner
Et j'ai commencé à m'entraîner en voyance essentiellement au départ. Parce que la médiumnité ne me demandait pas forcément d'entraînement. C'était les entités qui venaient, les âmes errantes qui venaient vers moi, qui me parlaient. Alors je leur disais de s'en aller parce qu'elles me faisaient peur. Hein. J'avais souvent peur. Je ne comprenais pas. Je ne sais pas qui c'était en plus. Et maintenant, je sais que c'était des âmes errantes qui avaient, entre guillemets, perçu ma lumière et qui cherchaient une issue. Ou une réponse, en tout cas. Mais j'ai surtout essayé de travailler sur la voyance pour essayer d'exercer ma voyance, ma clairvoyance le mieux possible. J'ai à l'époque créé mes propres cartes de Zener, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des cartes où il y a des symbolismes dessus, des vagues, un triangle, un carré, un rond, et le but c'est de deviner. Enfin, ce sont des exercices qui se font en parapsychologie. D'ailleurs, le premier livre que j'ai acheté, c'est Raymond Réan, la pratique parapsychologique pour tous. Et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de canaliser un peu cet espace de clairvoyance et d'avoir des outils avec moi. Donc voilà, on arrive sur le sujet, c'est quoi la voyance? Parce qu'une médium est souvent voyante, carrément voyante même je dirais, mais une voyante n'est pas forcément médium. La voyance, c'est la capacité de prédire je dirais un événement potentiellement réalisable dans un laps de temps particulier. Donc on perçoit soit par un flash direct, c'est-à-dire qu'il y a une vision qui arrive direct, et ça vous ne le contrôlez pas, ça arrive à n'importe quel moment. Par exemple, ça peut être quelque chose de très personnel, hein, une vision comme moi j'ai vu l'accident de mes parents. Mes parents étaient partis à une soirée et ils me disent on revient vers 8h, vers 20h. Moi, j'ai terminé mon travail à 19h30 et je remontais la rue pour aller chez moi. Et d'un seul coup, j'ai été pliée par une douleur très, très violente dans le ventre. Et là, j'ai une vision qui est arrivée. J'ai vu la voiture de mes parents éclater sur une autre voiture. Je vous dis pas, ça fait très drôle et vous savez que c'est arrivé. Vous savez que ça va arriver ou que c'est arrivé. Et puis c'est flippant. J'aime pas du tout. Hein. Franchement, tout le monde me dit ouais. Je vous dis, quand vous avez ce genre de trucs, c'est des trucs que vous passeriez bien. Mais bon. Du coup, je remonte à la rue, tant bien que mal. Et à l'époque, pareil, il n'y a pas de portable, il n'y avait pas tout ça, hein, il n'y a que le téléphone. Il était 8h moins 10, le téléphone se met à sonner, je décroche. Et puis, il y a une dame qui me dit « Vous êtes mademoiselle Chevaleria ?» J'ai fait « Oui, mes parents ont eu un accident, mon père est coincé dans la voiture. Ah, mais vous avez déjà été prévenu ?»« Oui. » Mais pas par les pompiers, pas par la police, par là-haut. Et quand je suis allée sur le lieu de l'accident, j'ai exactement vu ce que ma vision m'avait fait voir. Donc je savais par contre que mes parents s'en sortiraient. Ça a été une période très dure, j'avais 17 ans, c'était 18 ans. C'était très très dur, j'ai passé ma vie des hôpitaux en hôpitaux. Ma mère, on la sauvait, elle était entre la vie et la mort. Et quand on m'a dit c'est bon, maintenant elle respire, c'est reparti, on m'annonçait que mon père allait mourir d'un cancer. Donc ça a été extrêmement dur, j'ai passé beaucoup de mon temps auprès de mes parents. Mais c'est là où je dirais que est-ce que c'est une opportunité d'avoir cette vision, d'avoir ces connexions avec l'invisible? On en reviendra un peu plus tard. Je dirais oui, parce que quelque part j'ai été prévenue, quelque part j'ai été avertie, quelque part j'ai été rassurée. Donc ça c'est de la voyance. La voyance sans support, c'est-à-dire direct. Hein. C'est une sensation, ça peut être une vision, ça peut être... par exemple, quand il y a eu Fukushima, j'ai eu des visions aussi générales de choses qui allaient arriver dans le monde, mais surtout de choses qui étaient plutôt d'ordre naturel. Par exemple, j'ai pas vu le 11 septembre. Je suis comme tout le monde. Par contre, une petite anecdote aussi à propos de ça. En 1999, avec des amis, parce que je pratiquais le Ouija, je pratiquais déjà toutes sortes de techniques pour accéder à ce monde invisible. On avait fait un Ouija, on était 6. On a eu une âme qui est venue, qui nous a parlé. On était en 1999, je le rappelle. Et à la fin, on lui demande, alors là par contre c'est un Ouija, donc on était plusieurs, on demande à l'entité en question, est-ce que tu as un message à nous transmettre pour l'humanité? Et elle nous répond, 11 septembre, attentat, New York, avion, Tours. Et là, on se regarde, ouais, bon, voilà. Sauf que 2 ans après, quand on a vu ce qui s'est passé, ça prenait tout son sens, quoi.
pouvait pas être plus précis. Il n'avait pas donné la date précise, mais quand même le 11 septembre. D'accord. Donc ça a interrogé. Alors je pense que cette séance, elle était un peu intéressante aussi pour mes amis parce que ça leur a permis d'évoluer par la suite. Ils étaient assez rationnels et ils prenaient un peu ce que je faisais un peu pour de la rigolade. J'étais la petite sorcière, mais j'ai dit moi c'est pas un jeu, faut pas rigoler avec ça. Moi, je suis pas là pour vous amuser, je suis pas là pour vous divertir. Quand je communique avec là-haut, c'est pas pour m'amuser quoi. Bref, c'était une petite anecdote parmi tant d'autres. Donc la voyance, voilà, ça peut être par cette biais-là, le biais tout à fait naturel, le flash de voyance, comme on dit vulgairement. Et puis il y a des aides, il y a les supports, les cartes, les tarots, les oracles, le pendule, les mares de café, il y a tout ça. Ça existe depuis la nuit des temps. Il faut savoir que les voyantes, les oracles, tels qu'on les appelait autrefois, existent depuis la nuit des temps, ont toujours été consultés par les plus grands de ce monde. C'est le plus vieux métier du monde, c'est pas... On dit, c'est bon. Mais ça a toujours été, ça a toujours fait partie chez les païens, etc., etc. Donc, moi, j'en étais contente, mais en même temps, c'était quelque chose... Je savais aussi, alors c'est très étonnant, parce que j'ai toujours su faire les lignes de la main sans les avoir apprises. Je savais lire les lignes de la main et je n'ai jamais appris ça. Jamais. Mais je prenais instinctivement les mains de quelqu'un et j'étais capable de lui raconter sa vie. Quand ma mère était à l'hôpital, suite à une autre hospitalisation, elle avait eu le malheur de dire que sa fille était comme ça, mais elle l'a dit. Du coup, tous les jours, chaque fois que j'allais voir ma mère, les infirmiers, les médecins, et des médecins quand même rationnels, ils m'avaient fait une petite pièce comme ça pour que je puisse venir leur faire des prédictions et leur lire les lignes de la main. Et ils me disaient, mais c'est étonnant comment on voyait ça. Alors en plus, j'avais les lignes de la main, c'est une science, la chiromancie, c'est une science. Par contre, on lit que sur 5 ans. C'est des périodes qui sont pas faciles à... Il y a la numérologie qui peut aider, il y a plein de choses. Enfin, en voyance, on a beaucoup de supports, on a beaucoup de choses qui permettent effectivement d'accéder à une information potentiellement réalisable. La voyance, c'est pas quelque chose de précis non plus, c'est pas figé dans le temps, c'est un futur potentiel qui va s'inscrire dans la matérialité en fonction aussi du libre arbitre de la personne qui va recevoir l'information. Si je lui dis, par exemple, vous allez avoir un enfant, et si elle se fait ligaturer les trompes, on est bien d'accord qu'elle n'aura pas d'enfant. Donc, il y a des potentialités qui sont inscrites, mais la voyance, en fait, c'est un petit peu l'âme vient avec une idée bien précise de ce qu'elle veut sur Terre, alors que l'humain ne le sait pas. Hein. La conscience, elle ne sait pas. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous le saurez un jour. Mais la voyance permet un petit peu d'aider à travers un chemin, à travers une réalisation. Moi, quand je fais de la voyance, c'est pas du tout une voyance classique. J'ai toujours, bien sûr, cet aspect spirituel au milieu pour faire comprendre à la personne pourquoi elle est là et comment elle doit agir, comment elle doit se comporter, comment elle va user de son libre arbitre pour pouvoir atteindre l'objectif ou pour pouvoir la mettre en garde et éviter un piège qui peut se mettre sur son chemin. Donc la voyance, tout le monde connaît, je pense que tout le monde un jour peut-être dans sa vie a vu une voyante, a été se faire tirer les cartes, etc., etc. Donc c'est super, mais on est déçu si ça arrive pas non plus, parce qu'on peut se tromper, on veut tellement aussi que les choses arrivent, on peut se tromper. Mais c'est aussi très dur, parce que quand vous devez annoncer à quelqu'un, ou quand vous voyez la mort de quelqu'un moi ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est pas facile. Hein. Et vous savez que vous pouvez rien faire par contre, parce qu'il y a des choses qui sont inscrites, c'est votre mort. Ça, c'est quelque chose, vous ne pouvez pas la nier, elle est inscrite. La seule chose qu'une voyante ne peut pas faire, voir un suicide, ça on ne peut pas le voir. Le suicide, c'est pas dans le plan. Donc, même si moi j'ai perdu 4 potes qui se sont suicidés, je ne l'ai pas vu venir. Hein. Par contre, on peut voir un terrain propice à ça. On peut se dire, surveiller, cette personne, elle peut avoir des idées sombres et tout. Mais on ne verra jamais la mort d'un suicide. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu en plus de 40 ans de carrière, entre guillemets, la mort de quelqu'un par suicide. Donc, c'est parce que c'est pas dans le plan. Mais si c'est une mort naturelle, si c'est un accident, si c'est quelque chose, malheureusement, on va le voir. Et là, c'est difficile. On peut pas cacher à l'autre et on peut pas non plus lui mentir. C'est compliqué. Donc, des fois, moi, je me trouve dans des situations... je tourne autour du pot, mais je sais que je pourrais rien faire non plus. Donc c'est un lourd fardeau, faut pas croire, hein, c'est un lourd fardeau. On nous prête beaucoup de responsabilités, on nous prête aussi parfois des pouvoirs qu'on n'a pas.
faut bien être réaliste qu'on n'est pas Hollywood non plus et que ça se passe pas comme ça. La voyance, on n'a pas un flash sur commande, on n'a pas une. Il y a des gens aussi plus réceptifs que d'autres. Il y a des gens, ils vous barrent la route. Il y a des voilà. Donc voilà pour ce qui est un petit peu la voyance. Hein, vous l'aurez compris, c'est une vision un petit peu d'un avenir potentiellement réalisable à court terme, parce que voir dans 10 ans, pas trop. On voit pas de détails, sauf avec les lignes de la main, où là, effectivement, on peut aller voir beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions, déjà, sur la voyance, sur... Non, c'était clair? Bien. Merci. Donc, je voulais différencier un peu la voyance de la médiumnité, parce que souvent, les gens confondent. Hein. La médiumnité, c'est différent, c'est la capacité de communiquer avec le monde invisible, c'est-à-dire avec les êtres qui sont dans les autres plans de conscience. Les êtres qui sont nos défunts, bien sûr, qui sont nos guides également, qui sont aussi d'autres entités. Hein. Il y a aussi les élémentaux, il y a aussi les êtres de la nature. Hein, faut pas les oublier. Donc la médiumnité nous permet effectivement d'accéder sur une fréquence, une vibration différente, à une information subtile. Et selon certains, bon moi je parle de moi parce que c'est celle que je connais le mieux, c'est moi-même, hein, sur ma médiumnité à moi. Comme je vous l'ai dit, petite, je voyais les êtres, mais je les entendais pas, mais je les voyais. Et ils me faisaient un peu peur quand même, hein, parce que il y en a, ils étaient un peu effrayants dans le sens où c'était des âmes qui étaient en paix et qui cherchaient un contact. Et moi, j'avais très peur. Hein. Quand j'étais petite, je me rappelle, j'étais dans mon lit, il y avait le mur en face et je voyais des têtes qui sortaient de mon mur. Mais je voyais pas leurs cheveux, je voyais juste comme un masque, un visage, vous voyez, et puis très triste, très blafard, et noir et blanc. Et ils venaient, ils s'approchaient jusqu'à là comme ça. Et moi, je me cachais sous les draps parce que moi, j'avais peur. Je disais, partez, Jésus, éloigne-les, parce que c'était la seule chose, ma référence, c'était Jésus. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas quelqu'un de religieuse. J'ai laissé la religion depuis bien longtemps derrière moi parce que quand j'étais petite et que justement je communiquais avec ces êtres-là qui m'expliquaient des choses, parce que j'avais aussi, soit je les voyais, je ne les entendais pas, soit je les voyais pas, mais ils me parlaient. Donc ils me parlaient, ils m'expliquaient qu'est-ce qui se passait de l'autre côté, etc. Donc c'était riche d'informations. Et de l'autre côté, ils m'ont bien fait comprendre qu'il n'y avait aucune religion. Il n'y avait pas de religion de l'autre côté. Il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas de juifs, il y avait des êtres. Il y avait des êtres et la religion n'était que le fait de l'homme sans vouloir offenser ceux qui croient. Hein. J'ai été moi-même sur ce principe-là de la religion à un moment donné, mais ça ne me parlait pas. Et au catéchisme, j'étais souvent, je me fâchais avec la dame qui me faisait le catéchisme parce que je levais la main et je la contrais dans ce qu'elle me disait. Je disais, votre Dieu, c'est pas un Dieu d'amour. Moi, c'est pas mon Dieu à moi, hein, parce qu'un Dieu d'amour, il refuse pas son paradis à des bébés qui sont pas baptisés. C'était pas logique pour moi. Et puis je les mettais en difficulté. Donc, mes parents me disaient, arrête, garde ça pour toi et tout. Bref, donc la médiumnité, c'est le pas vers le monde invisible et ce monde invisible, il est incroyablement... J'ai même pas de mots, c'est difficile de mettre des mots sur quelque chose qu'on perçoit, qu'on voit, qu'on ressent et avec lequel on est en contact. Donc la médiumnité, c'est cette capacité à l'humain de pouvoir monter sur une fréquence vibratoire. C'est comme si on changeait de station de radio. Là, nous sommes sur TF1 en 3D. Moi, je peux passer sur Antenne 2 en même temps. C'est-à-dire que je vois TF1, mais je vois aussi Antenne 2 en même temps, qui est une autre fréquence. Je monte sur une fréquence vibratoire qui n'est que liée à mon esprit, à mon amour, à ce que je suis intérieurement. J'accède à cette fréquence, je monte sur cette fréquence. Et eux, quand ils veulent communiquer, ils descendent sur cette fréquence. On fait ça, d'où le terme médium. Mais milieu, on est au milieu, d'accord? Je ne vais pas dans l'au-delà leur parler, et ils ne viennent pas ici, sur notre plan, nous parler. Je les rejoins sur un plan intermédiaire. C'est ça la médiumnité, d'accord? Donc vous êtes capable de le faire, mais on va y revenir aussi. Donc j'ai fait ça naturellement. Ne me demandez pas comment je fais ça, je n'en sais rien, je ne sais pas. Beaucoup de gens m'ont dit, ils ne voulaient pas faire des formations, mais vous formez à quoi? Je ne sais même pas comment moi je suis
comment je fais ça? Je le fais naturellement, je le fais avec mon cœur, je le fais depuis que je suis née. Donc ça m'est difficile, c'est comme si je vous demande comment vous faites pour penser. Bah, vous ne pourrez pas me répondre. Donc moi c'est pareil. Donc la médiumnité, c'est cette capacité. Alors au début, c'est un peu dommage de garder ça pour soi aussi, hein, parce que communiquer avec ses propres morts, c'est cool, c'est bien, c'est rassurant. Mais c'est comme être un super musicien et jouer tout seul dans sa salle de bain, quoi, et que personne n'écoute ce que vous jouez. C'est un peu dommage. Donc j'avais bien compris que là-haut, ils avaient un plan pour moi et que ce plan, c'était que cette médiumnité, je puisse la mettre au service de ceux qui sont ici en souffrance sur cette terre. Sans prétention aucune. Hein. Moi, je suis le petit colibri qui donne sa part à l'évolution de notre monde. Donc, quelle est la première médiumnité? Tout simplement, c'est la prière. Donc, vous êtes vous-même un peu médium, parce que quand on s'adresse par la prière, on s'adresse à qui? On s'adresse bien à un monde invisible. Moi, j'ai eu des gens, des fois, qui m'ont dit, moi, je ne crois pas à ça, mais je parle à mon père, je dis, mais alors, j'ai dit, c'est paradoxal ce que vous me dites. Vous me dites, vous ne croyez pas à une vie après la mort, vous me dites qu'il n'y a rien, que c'est le néant, et cependant, vous parlez à votre père qui est défunt. Ah ouais. Je dis oui, parce que il y a une part de vous qui sait certainement que son âme n'est pas que son âme elle est ailleurs et qu'on n'est pas que un corps de chair et de sang, qu'on est aussi une conscience. Donc la prière, c'est le premier pas vers l'invisible. La prière, on l'a fait parce qu'on a besoin de quelque chose, parce qu'on s'adresse souvent au dernier moment, hein, quand on a peur de perdre quelqu'un, on va prier les anges, on va prier tout le monde. Donc on devient le médium sans le savoir. On fait ce premier pas vers l'invisible par la prière. Pas l'oublier. Ensuite, les médiums ont généralement pas besoin de support. Alors le seul support qu'on va, on nous demande des photos. Bon, moi, je vous avoue que je fais avec sans photo, je m'en fiche, hein, c'est pas le problème. La photo, par contre, va être comme là en salle, beaucoup plus facile pour moi parce qu'énergétiquement, je vais me connecter à l'énergie de la personne. Donc, c'est comme si j'avais son numéro de téléphone, en fait. Énergétiquement, ça va plus vite. C'est ce qui permet la photo d'avoir cet accès plus rapide à lui. Mais sans photo, c'est pareil. Normalement, on n'a pas. Alors, on peut avoir besoin d'un support pour nous aider, comme un bracelet, une bague, un objet, comme quand on rentre dans un lieu où on sent qu'il y a de l'activité, etc. Mais en général, ça se passe comme ça. La médiumnité, on n'a pas besoin forcément d'un support quelconque. Notre seul support, c'est eux. Notre seul support, c'est l'amour, c'est l'humilité, c'est la bienveillance, c'est être au service de la lumière. Et moi, c'est ce que je leur dis. Je suis là pour servir la lumière. Et j'essaie de faire de mon mieux. Donc, la différence entre la médiumnité, les morts ne sont pas là pour nous dire moi j'ai perdu mon papa, j'avais 23 ans. Croyez-moi que j'ai souvent discuté avec lui et que j'ai eu des moments dans ma vie extrêmement difficiles. Et des fois, je lui disais, papa, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, là. Et il me disait, ma fille, je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas interférer dans ton libre arbitre. Tu dois vivre cette expérience. Mais il me rassurait en me disant, ça va aller, t'inquiète pas. Donc, si mon père me disait ça, c'est que je pouvais lui faire confiance. Et que là-haut, il y a un principe, ils ne mentent pas, ils ne peuvent pas mentir. C'est impossible. C'est quelque chose d'impossible. Donc, je n'ai jamais cherché, je n'ai pas usé de ma médiumnité pour trouver les numéros du loto, ni de voyance, parce que c'est pas le but. Hein. Donc la médiumnité ne sert pas à aller demander à vos défunts là-haut qu'est-ce que vous devez faire. Alors s'ils ont envie de vous conseiller, ils le feront. S'ils ont envie de vous avertir, ils le feront. Ce qu'a fait mon père. Je vous raconterai après. Mais ils ne sont pas là pour changer notre destin. Ils ne sont pas là pour nous faire gagner des millions, même s'ils en sont capables. Hein. Ils sont capables. Moi, j'ai des tas d'anecdotes sur des trucs assez rigolos. Mais voilà, c'est pas le but. Le but, c'est de prendre de leurs nouvelles, déjà, dans un premier temps. C'est qu'ils nous rassurent aussi sur leurs conditions, ce qu'ils sont devenus, comment est l'au-delà. Moi, je pose plein de questions sur l'au-delà. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Et j'ai pléthore d'informations sur tout ça. Et c'est une source d'enrichissement extraordinaire. Donc,
Est-ce que c'est un don? Ça, c'est la question souvent. Ça voudrait dire qu'il y a un Dieu là-haut qui a décidé, tiens, toi, tu seras médium, toi, tu seras ras des pâquerettes. Non, c'est pas un don. Est-ce que c'est une capacité? Oui. Et c'est une capacité que tout le monde a. Nous sommes tous dotés de ça. Nous avons tous ces antennes, sauf qu'elles ne sont pas. Vous savez, c'est comme quand vous avez eu la TNT. Il y en a qui la recevaient parce qu'ils avaient le décodeur. Et nous, après, on a le décodeur, on a reçu ces autres chaînes, ces autres fréquences. Donc, ces fréquences, elles sont accessibles à tout le monde. C'est donc pas un don. On n'a pas décidé qu'il y a quelqu'un qui en a un et l'autre pas. Donc, par contre, ça demande du travail. Moi, j'ai pas trop eu à me forcer, c'est clair, puisque c'est arrivé comme ça. Allez savoir pourquoi. J'ai même pas eu la curiosité de demander pourquoi. On me donne quelque chose, j'en fais bon usage. C'est pas, j'ai pas envie de savoir ce que j'ai fait avant, si je le mérite, si je le mérite pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais là, dans cette vie-là, et comment j'utilise cela. Voilà. Est-ce que je le fais avec mon cœur ou est-ce que j'en soutire de l'argent, du pouvoir, etc. Parce que c'est bien là le problème. Il y a beaucoup de personnes qui prennent la grosse tête et puis ils deviennent des stars de la voyance ou des stars de la médiumnité. Et en fait, c'est l'ego, c'est l'argent qui les motive plus que leur mission spirituelle. Mais enfin, je suis pas là pour juger qui que ce soit, c'est juste un constat, hein, que beaucoup ont fait d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est un héritage familial? Non, c'est pas parce que moi je suis médium que mes filles le sont. C'est pas une obligation. Ça se transmet pas. Tiens, je te transmets ça. Non. Par contre, la personne qui va avoir cette possibilité va souvent choisir une famille ou va peut-être aider des êtres de sa famille à développer ses propres capacités. Par exemple, on en parlait tout à l'heure en voiture, mes filles, elles commencent à avoir une certaine sensibilité. Et bon, elles ont choisi cette famille-là, cette maman-là. Donc moi, je suis là un petit peu pour les aider, les réconforter, et puis leur permettre de développer ça, de travailler là-dessus. Mais là, il va falloir travailler. C'est comme Mozart qui arrive, qui vous écrit un opéra à 5 ans. Et vous pouvez écrire un opéra, mais il va falloir du boulot, il va falloir travailler, il va falloir et apprendre le solfège, apprendre l'instrument, maîtriser l'instrument. Mais d'accord? Ben moi, j'ai un peu... ça fait très Sylvie, donc elle a eu ça, voilà, toute la panoplie dès le départ, mais j'en fais quoi? Donc du coup, tout le monde peut accéder à ça, il n'y a pas de particularité nécessaire, mais il y a par contre un état d'esprit nécessaire. On décide pas, tiens, je vais être médium parce que j'ai décidé d'être médium, hein, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut déjà avoir quand même un état d'esprit retourné vers ce monde d'amour. Parce que c'est l'amour qui gouverne. On n'est pas médium parce qu'on est une mauvaise personne. Hein. Par contre, il y a des médiums qui après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peuvent se servir de ça et être embarqués après dans d'autres trucs. Et c'est là où c'est un piège pour nous, hein, parce qu'on peut, effectivement, on a une espèce de pouvoir entre les mains quand même. Hein. On peut faire autant du bien que du mal à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il faut être très humble. Et moi je dis c'est une grâce que j'ai, voilà. Et cette grâce, je la mets au service de mes prochains, au service de l'humanité, à mon échelle bien évidemment. Mais quel bonheur quand je peux donner le message de quelqu'un qui est de l'autre côté, à une maman, à un papa, à une sœur. Enfin, c'est la plus belle récompense que moi on peut me donner de l'autre côté. Donc ça, c'est ma vision bien évidemment de la médiumnité de mon monde à moi. Hein. Donc ce n'est ni un don, ni un héritage familial, ni une capacité que vous ne pouvez pas développer vous-même. Et elle commence par où cette capacité? Par l'intuition. Nous sommes tous naturellement intuitifs, les femmes un peu plus que les hommes. Pourquoi? Parce qu'on a ce côté féminin, cette sensibilité un petit peu plus à fleur de peau que les messieurs. Mais il y a des messieurs très sensibles aussi. Donc c'est cette sorte de sensibilité qui, si on la travaille, hein, comme on travaille un minéral brut, on va façonner tout doucement cela et cette intuition va se transformer en une clairvoyance, une clairaudience et en de la médiumnité. La médiumnité peut se développer chez certains tardivement, suite à un choc, suite à une EMI aussi, c'est-à-dire une expérience de mort imminente. Il y en a certains, ils ont fait des expériences de mort imminente, ils sont revenus et ils ont eu accès un petit peu plus à cette forme de clairvoyance spirituelle.
Donc ce n'est pas pour moi un privilège qu'on nous donne, mais je pense par contre que quand on arrive avec ça, il faut quand même avoir la tête sur les épaules, il faut quand même être un peu, voilà. Comme je dis, le principe est de rester bien ancré, accepter notre incarnation. Quand on vous dit ancrez-vous, souvent c'est mal compris l'ancrage. Hein. L'ancrage, ça veut dire accepte ton incarnation. Incarne-toi dans ce que tu es. Vis pleinement ton expérience sur la Terre en respectant les autres, en ne nuisant jamais aux autres. C'est la base même, ne jamais nuire à son prochain. L'enracinement, les racines, c'est la famille, c'est la terre, c'est notre espace d'expérience actuel. Et l'arbre qui monte, les branches qui s'étendent vers le ciel, c'est cette montée d'énergie vers le monde de lumière. Donc un médium, il doit être ancré comme un arbre. Il doit être là, les pieds sur terre, conscient de qui il est, et pas perché, avoir des schtroumpfs partout, et des gnomes et des machins et des tout. Voilà. Moi, j'en vois pas. Donc voilà, pour avoir cette médiumnité correcte, je pense qu'il faut être bien conscient de tout ça. C'est ma façon. Là encore, je vous partage ce que moi je ressens et de par mon expérience. Quelles sont ces fréquences qui permettent d'accéder à cette médiumnité? C'est l'amour. Et c'est quoi la fréquence de l'amour? C'est pas 132 MHz, hein, il n'y a pas de il n'y a pas de fréquence particulière. Cette fréquence, elle se construit à travers notre propre construction personnelle, à travers notre amour, à travers l'amour que l'on donne, à travers le pardon, à travers l'envie d'aider son prochain, de trouver du bonheur en aidant son prochain. C'est ce que moi je trouve à travers ça. Plus je fais du bien aux gens et plus je monte en fréquence. C'est ça. Et vous le verrez, pratiquez-le. Plus vous ferez du bien aux autres et à vous-même, parce qu'il ne faut pas vous oublier. Hein. Plus vous monterez sur ces fréquences et plus vous leur donnerez l'accès à votre conscience et ils auront envie de venir à vous. Donc il n'y a pas vraiment de comment dirais-je, de technique particulière. Alors vous pouvez accéder à certaines formes de conscience, hein, comme on dit, c'est un état modifié de conscience. Quand je suis en médiumnité, je suis dans un état modifié de conscience, c'est-à-dire je fais une espèce de bulle autour de moi. J'ouvre ma partie spirituelle et je suis plus vraiment moi. Je suis pas vraiment, on va dire, là comme là, tout de suite en train de vous parler. Je suis comme sur un fil, je suis comme un funambule et je reste connectée sur cette fréquence-là pour mieux ressentir et entendre ce qu'ils me disent. Donc ça demande quand même du calme. On va pas aller faire de la médiumnité au supermarché. Pour rentrer en contact avec les autres, il faut être dans des conditions déjà aussi de paix intérieure. Faire de la médiumnité, tout comme faire une séance de Ouija, une séance de spiritisme. Alors Ouija, bon, si les gens qui me connaissent un peu savent que j'en fais avec Monsieur Faverdin, qu'on a créé un groupe spirit il y a des années de ça, et le Ouija, c'est le truc qui fait super flipper aux gens. Non, c'est juste un instrument, le Ouija. D'accord? C'est votre intention qui est importante, c'est pas l'outil. Hein, avec un couteau, vous pouvez tailler un magnifique truc en bois, ou vous pouvez trucider votre voisin. Hein. D'accord? Un Ouija, le seul risque que vous avez, c'est que vous dérapiez dessus parce qu'il est par terre et que vous vous cassiez la margoulette. Hein, mais il n'y a pas un démon qui va en sortir. Donc tout ça, c'est des légendes urbaines, c'est toutes des choses qui ont été construites à travers le cinéma, à travers tout ça, mais c'est un outil. Mais bon, voilà, vous pouvez aller vous informer en allant sur le site de Guy Faverdin, je lui fais un petit peu de pub, mais bon, c'est pour vous faire voir que tous les messages qu'on a eus à travers cet outil ne sont que des messages d'amour. Donc ça aussi, c'est un moyen d'accéder, c'est une forme de médiumnité, c'est un moyen d'accéder par le Ouija ou par des séances de spiritisme. Mais là, c'est pareil, il faut des conditions, on ne fait pas ça pour le fun et puis pour se faire peur, etc. Moi, les seules fois où j'ai essayé de faire la maline, je peux vous garantir que ça m'a très vite remis à ma place. Hein. Les expériences, je les ai connues. Je les ai toutes connues, les bonnes, les moins bonnes. Donc, pour accéder à ce monde invisible, pour accéder à nos défunts, il faut être dans l'amour. Il faut être dans le besoin d'en savoir plus aussi sur cet au-delà, parce que eux, s'ils ont envie de nous parler, c'est parce qu'ils ont envie de nous dire qu'ils sont vivants et que leur vie continue, que leur conscience continue d'être. Alors, c'est déjà aussi prendre en compte que nous ne sommes pas que ce que nous voyons dans le miroir. Quand vous ne vous identifiez qu'à ce qui est reflété à travers le miroir ou le regard des autres, vous allez vous ralentir dans votre progression.
Il faut bien comprendre que nous sommes le corps, l'âme et l'esprit. Nous sommes cette trinité à nous. Autrement dit, je fais souvent cet exemple à mes clients, je leur dis, vous voyez l'ampoule, le verre de l'ampoule, eh ben, c'est votre corps physique. Le petit filament à l'intérieur, c'est votre esprit, votre personnalité, votre singularité qui vous définit en tant que personne, en tant qu'entité singulière. Et l'énergie qui allume le tout, c'est votre âme, qui est reliée à votre esprit. Mais si l'ampoule, elle est cassée, tout comme votre télé, si elle est cassée, le programme, il continue quand même. D'accord ? Donc votre âme, elle quitte le corps, mais elle continue son chemin ailleurs. Elle ne s'arrête pas au corps physique. Et c'est cette âme, cette conscience, cet esprit avec lesquels moi je communique pour dire aux gens, non, la vie ne s'arrête pas à la mort. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de néant derrière. Ça, c'est triste de penser ça d'ailleurs. C'est très triste parce qu'on se dit, mais ça n'a aucun sens. C'est des questions que je me posais à 11 ans. Hein. Je me disais, ça n'a aucun sens. Je ris, j'ai des émotions, je pleure, j'aime des gens, je déteste des gens, j'aime... Et je vais grandir, avoir des enfants, travailler, être malade, vieillir, mourir, et ça s'arrête là, il n'y a plus rien. Pour moi, c'était impensable. Alors, je cherchais déjà ces réponses. Qu'est-ce qui se passe après ? Et c'est pour ça que j'ai commencé après ce chemin avec eux, de discussion avec eux, là-haut, de l'autre côté. Et essentiellement après avec mon papa, quand il est mort, que j'avais 23 ans. Alors, est-ce que c'est une nécessité d'être médium ? Ben non, on peut très bien vivre sans être médium, on peut très bien vivre sans la médiumnité, il n'y a aucun problème. Hein. La majorité des gens ne connaissent même pas la médiumnité, ils ne savent même pas, où ils en entendent parler comme ça, ou à travers des séries, à travers... C'est très cliché, quoi. On nous voit souvent comme des gens particuliers, des gens... Je sais que je faisais peur, j'ai eu beaucoup de mal des fois avec des gens, parce qu'ils croyaient que quand je les regardais, je voyais à travers eux que j'étais télépathe et tout. Et je fais, non, calmez-vous les gars... Je lis pas dans vos pensées, hein. Je pourrais le faire si je voulais. Je l'ai fait. Mais ça demande un certain exercice. Mais c'est pas de la médiumnité, attention. C'est une connexion d'une conscience à une autre conscience. Mais ça peut faire peur aux gens. Hein. Moi, ça n'a pas toujours été un avantage pour moi dans mes relations, parce que soit on fait peur, soit on nous adule. Mais non, moi je suis madame tout le monde, quoi. Je suis comme vous, j'ai mes problèmes, mes joies, mes peines, etc. Mais j'ai un petit plus que vous n'avez peut-être pas, mais que vous pourriez vous aussi développer. Et que je vous invite d'ailleurs à développer, parce que c'est quand même l'ère dans laquelle on est tout de suite. Donc est-ce que c'est une nécessité ? Non. Mais par contre, parfois, j'avoue que cette partie-là de moi, j'étais bien contente de l'avoir. Je vous explique une petite, avant de vous expliquer une petite anecdote. Est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai un peu évoqué au niveau de la médiumnité ? On y arrivera. J'y répondrai après parce qu'on va faire un petit peu les questions-réponses. Mais sur le principe de la médiumnité, voilà, est-ce que j'ai été relativement claire sur comment je l'apercevais en tout cas. Donc, est-ce que c'est une nécessité ? Non, parce que ce qui est nécessiteux, ce qui est nécessaire plutôt, ça veut dire que c'est indispensable. Vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est indispensable ? Non. On peut vivre sans la médiumnité. On peut vivre juste à travers une croyance. Médiumnité, c'est pas une croyance, c'est une expérience réelle. Donc c'est pas une nécessité, mais parfois ça peut bien aider. À une époque, j'avais pris mon appartement, mon papa était décédé donc depuis longtemps, et puis j'avais un petit portrait de lui sur mon meuble, qui était, vous savez, un cadre en verre, etc., debout. Et ma maman habitait à 15 km de chez moi, et je l'avais tous les jours au téléphone, et elle me disait qu'elle allait bien. Enfin voilà, je me faisais pas de soucis, elle allait bien. Donc j'étais même pas, vous voyez, mon canal était fermé, j'avais même pas des petites alertes qui me disaient Sylvie va voir ta maman. C'est mon père qui l'a fait. Il a vu que j'étais dans mon petit espace personnel, que je me préoccupais de tout ça. Et un matin, je vois le cadre de mon papa couché sur le meuble. Bon, je le remets à sa place, je me dis c'est peut-être mon chat qui est monté sur le meuble et qui l'a fait tomber. Donc je le remets à sa place, je pars dans la cuisine, je repasse devant le meuble et je revois encore le cadre
couché. Mais alors sans bruit, ça aurait dû faire ça. Ça n'a fait aucun bruit, comme si on l'avait posé délicatement. Je dis, tiens, un truc chelou là. Je le remets à sa place. Et puis là, je repars dans mes chambres et tout ça. Je redescends, je revois à nouveau le cadre couché. Bon, là, c'était clair. Mon père voulait me dire quelque chose. Donc, je prends le cadre et je lui fais, bon, papa, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, j'entends, va voir ta mère, vite, je vais t'expliquer. Alors là, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris les clés de ma voiture. Je suis montée dans ma voiture. Il était 4 heures de l'après-midi. Je suis arrivée, j'avais les clés de la maison de ma maman. Je suis arrivée, j'ai vu ma mère sortir de sa chambre à coucher. Alors, ma mère, à 4 heures de l'après-midi, sortir en robe de chambre de sa chambre à coucher, il y avait une anomalie, il y avait un truc qui allait pas. Elle avait une mine déconfite, un ventre énorme, comme ça. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as? Et là, mon père m'explique, en direct. Il me dit, ta mère a un cancer des ovaires. Tu vas l'amener à l'hôpital, à tel hôpital. Tu demandes au médecin qu'elle te l'amène à tel service. Ils vont te demander si elle a des problèmes d'alcool. Ce que tu vois, ça s'appelle de l'acide. Le fait qu'elle avait, c'est comme une cirrhose du foie. Et il m'explique que c'est une défense du corps. Il me fait un cours, mon père qui n'était pas du tout médecin, il me fait un cours de médecine. Je prends maman, je lui dis, allez, viens avec moi, on va chez le médecin et tout. J'arrive devant le médecin, je lui fais, vous la faites rentrer à la polyclinique? Elle me regarde, fait, oui. Donc, le doctoresse, totalement comme téléguidée, elle m'a même pas interrompu en me disant, non, ok, on va à la polyclinique. J'arrive à la polyclinique, ils consultent. Puis mon père, il me dit, il va venir te demander, le médecin, si ta maman boit. Dis-lui qu'il regarde au niveau des ovaires. J'ai, 25 ans. Le gars, il arrive, il dit, bon, on vient de votre maman être de l'acide. Donc, il me répète le mot que mon père m'a dit que je ne connaissais pas du tout. Et il me dit, est-ce que votre mère a des problèmes j'ai fait d'alcool? Non. Regardez plutôt au niveau des ovaires. Il me regarde, il me juste, t'es qui toi pour me dire ce que je dois faire? Il retourne, il ponctionne ma maman 7 litres de liquide. Il revient et il me dit, vous aviez raison, votre mère a un cancer des ovaires, c'est au niveau des ovaires. Et il me dit, mais vous faites médecine? J'allais lui dire quoi? Non, c'est mon père défunt là-haut qui est en train de me raconter ce qui se passe, quoi. Et mon père continue et me dit, ne t'inquiète pas ma chérie, ils vont te dire qu'elle est perdue, elle vivra, elle survivra à ça, et elle va même, je sais plus comment il m'a dit le terme à l'époque dans ma tête. En gros, c'était elle va faire un pied de nez à la médecine, quoi, en gros. Et il faut savoir qu'elle avait un cancer des ovaires extrêmement agressif. Il en existe 2 types, un qui est soignable et que l'on peut traiter assez facilement, mais celui qu'avait ma mère, il y a 2% des femmes qui l'attrapent. Il n'y a aucune guérison possible, aucune rémission possible. C'est un cancer extrêmement agressif et quand les symptômes sont là, c'est déjà trop tard. D'accord? Elle était en stade terminal, c'est-à-dire elle était métastasée au foie, au pancréas, aux intestins. Quand ils ont ouvert, c'était la catastrophe. Le médecin est venu et il nous a clairement dit, votre mère est fauve, c'est foutu. Voilà, votre mère va mourir. Alors, mes sœurs pleuraient, tout le monde pleurait, et moi j'étais là. Bon, ça va aller. Mes sœurs m'ont dit, Sylvie, tu fais un déni, tu es complètement tarée. Enfin, bref. Ils n'ont pas cru, hein, bien sûr, mais je les comprends en même temps. Hein. Le médecin, il vous dit, c'est mort, c'est cuit, voilà, il ne lui reste plus rien. Et j'avais raison, mon père avait raison. Ma mère a survécu 10 ans à ce cancer. Elle a fait un pied de nez énorme à la médecine. Son cas est passé devant la Commission européenne de cancérologie comme étant la seule et unique survivante en Europe de ce cancer sur 10 ans. Et le médecin, l'oncologue, il a dit, on ne comprend rien de ce qui s'est passé. C'est pas de nous, ça vient pas de nous. Et ma mère a vécu 10 ans de plus. Et quand la veille qu'elle meurt, j'ai su qu'elle allait mourir. Là, par contre, je savais, j'ai appelé ma famille, j'ai dit, venez vite, maman va mourir. Là, ils se sont foutus de ma gueule encore. Ils m'ont dit, oui, maman au téléphone, hier, elle allait bien. Je dis, venez parce que maman sera plus là demain. Et ma mère est décédée le lendemain. Bref, voilà, c'est des choses, vous voyez. Alors, est-ce que la médiumnité est une nécessité? Alors, pour moi, ça l'a été parce que ça m'a permis de traverser ça, d'être confiante et de savoir que, voilà, de l'autre côté, ils nous aidaient, de l'autre côté, ils nous accompagnaient, que ces informations, j'aurais jamais pu les avoir d'une autre façon que par la médiumnité. C'était pas de la voyance, c'était de la médiumnité. C'était une communication directe avec mon père sur l'état de santé de ma mère. D'accord? Alors,
Est-ce que est-ce que ça a changé quelque chose pour moi? Bien sûr, parce que du coup, ça vous donne confiance. Quand on vous explique là-haut des termes que vous ne connaissez pas, qui s'avèrent être justes et être corrects sur des choses intéressantes, c'est super. Moi, la médiumnité, j'aimerais pouvoir m'en servir, la mettre au service de la gendarmerie, la mettre au service de la police, pour sauver des vies, pour retrouver des enfants, pour retrouver des personnes disparues. J'aimerais trop, moi j'ai des clients, inspecteurs de police, commandants de ceci, cela. Je leur ai dit, je dis, mais moi je suis open, il n'y a pas de problème, hein, venez. Moi je veux bien, j'aimerais aider comme ça. Mais quand si on peut sauver une vie, si on peut aider, et quand on a une information, on me l'a demandé des fois hein, d'aller aider à retrouver des personnes. Alors j'ai retrouvé des chats, des voitures volées, des personnes égarées. Sauf qu'on n'est pas cru ici. En France, c'est très fermé. Aux États-Unis, oui. Aux États-Unis, si vous voyez la série, je ne sais pas si vous connaissez Medium, la série, mais avec Allison, c'est une histoire vraie. J'ai beaucoup de points communs avec cette femme. Et ben, j'aimerais beaucoup, vous voyez, moi, je serais travailler pour le FBI, ça m'aurait plu, hein, être vraiment quelqu'un au service pour sauver des vies, pour faire. Donc là, ça peut être une nécessité. Ça peut être aussi une opportunité. Voilà. Alors, est-ce que c'est une opportunité? Ben oui, c'est une opportunité pour moi, en tout cas, dans tous les cas, pour pouvoir accéder à de l'information qu'on n'a pas ici, pour pouvoir comprendre la vie, pour pouvoir comprendre le sens de la vie, pour pouvoir comprendre ce qu'on est venu faire ici. Parce qu'à partir du moment où on a cette médiumnité, on commence un dialogue avec les êtres défunts. Donc, en l'occurrence, moi à l'époque, c'était mon papa, hein, c'est toujours d'ailleurs, parce qu'il m'a expliqué plein de choses par rapport à ma vie qui devenaient complètement claires et évidentes après. Hein. Et c'est donc une super opportunité pour en savoir plus sur soi-même, pour comprendre sa mission ici, pour s'améliorer et être une meilleure personne, faire de soi une meilleure version de soi-même. C'est ça qui est une belle opportunité. Parce que de l'autre côté, dans ces fréquences plus hautes, parce qu'il y a des fréquences plus basses, bien sûr, on nous apprend, on nous enseigne, on nous apporte de l'information. Et dans cette période dans laquelle nous sommes actuellement, ma médiumnité s'est beaucoup développée, mais en plus de ça, j'ai acquis ce qu'on appelle le channeling, c'est-à-dire la capacité de communiquer avec des êtres un peu plus vibratoirement élevés au-dessus de nos défunts, qui sont les guides spirituels. Nous avons tous des guides spirituels. Les guides spirituels, ce sont des enseignants, hein, ce sont des êtres, le mot guide veut dire ce qu'il veut dire, ils vous guident, ils vous téléguident pas, ils vous disent pas fais ci, fais ça, ils vous donnent pas d'injonction, ils vous mettent des évidences, des choses, ils nous apprennent, ils nous enseignent. Donc ça m'a permis de développer cette partie-là de ce qu'on appelle le channeling, c'est-à-dire de pouvoir délivrer une information très, très concise, très spirituelle et à une grande vitesse à quelqu'un pour lui permettre de mieux se connaître et d'évoluer dans sa propre vie et donner également des informations sur ce qui se passe actuellement dans notre époque, dans notre monde. Pourquoi il y a de plus en plus de gens qui commencent à développer leurs capacités? C'est justement parce qu'ils auront besoin de l'aide des copains là-haut pour nous apporter de l'information et nous permettre de traverser cette période turbulente dans laquelle l'humanité est. Vous la sentez quand même, cette période turbulente, D'accord? Et on se dit, ouais, non mais là, un coup de main, un coup de pouce, s'il vous plaît, c'est chaud hein, quand même. Hein, donc c'est là où ça devient une super opportunité. Hein. Donc le mot opportunité, je l'aime pas bien parce qu'opportuniste, on sait ce que ça veut dire aussi. Hein. C'est se servir parfois de quelque chose et l'exploiter pour son propre programme personnel. Donc, moi, je dis que c'est ni même ni l'une ni l'autre, c'est une grâce pour moi, c'est ni une opportunité, ni une nécessité, ça peut le devenir d'un côté ou de l'autre selon ce que l'on vit, selon de ce qu'on a besoin aussi d'explorer. Mais effectivement, la médiumnité, c'est un outil, c'est une part de nous qui nous permet vraiment d'accéder à de l'information et d'aider. Parce que le but, c'est d'aider, c'est pas de garder ça pour soi. Quel intérêt? Moi, quand j'ai un message qui concerne tout le monde, je vais le délivrer pour tout le monde. Je vais pas le garder pour moi toute seule. Quel intérêt? Ça n'a aucun sens. C'est l'opportunité de pouvoir aider les gens dans le deuil, de pouvoir leur démontrer que
il y a une survivance de l'âme, que nous ne sommes pas qu'un corps, que nous ne sommes pas qu'un petit être fragile et vulnérable qui vient ici en baver sur cette jolie mais très hostile planète, qu'on a d'autres objectifs qui sont cachés et que eux nous révèlent de l'autre côté. Nous sommes à l'aube d'un grand changement. Nous sommes arrivés dans la fin des temps, ce que l'on peut appeler dans la Bible, ça s'appelle l'Apocalypse. Souvent, quand on met ce mot apocalypse, on y associe le mot catastrophe, fin du monde, etc. Mais non. En grec, apocalypse, ça veut dire dévoilement. C'est le temps du dévoilement. C'est le temps où tout ce qui est caché monte à la surface. Donc, c'est le dévoilement pour soi, puisqu'on apprend de soi des choses. Et nos copains là-haut, ils font tout pour nous aider à développer ces parts de nous-mêmes. Et c'est aussi le dévoilement sur tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qu'on est en train de vivre. Et quand on a cet accès à cette médiumnité, quand on a cet accès à cette connaissance et qu'on la partage, on aide les autres à pouvoir traverser cette période, à pouvoir garder confiance, à être aligné avec soi. Donc, moi j'ai appris beaucoup. Sans cette médiumnité, je pense que ça serait à travers des bouquins, à travers d'autres médiums ou à travers, je ne sais pas. Mais toutes les expériences que j'ai eues, et croyez-moi qu'elles n'ont pas été des plus fastoches, je crois que les médiums en plus, d'après ce que j'ai vu, entendu autour de moi, la grande majorité des médiums ont vécu des expériences très dures. On a des départs dans la vie très difficiles, d'accord ? On traverse des épreuves très très difficiles et on les maudit, on se dit mais pourquoi, mais j'ai peu de chance, mais je vous ai fait quoi là-haut et tout. Moi, combien de fois je leur ai dit, parce que j'en ai bavé quand même. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais bon. Mais en même temps, j'avais toujours cet espoir et puis ce petit clin d'œil de là-haut qui me disait non, accroche-toi, ça va aller, tu comprendras pourquoi un jour. Et aujourd'hui, je comprends. Et ça m'a vraiment permis de grandir, ça m'a permis d'être une femme, je dirais, consciente de qui elle est. Et c'est ça que je mets en avant, parce que sans cette médiumnité, j'aurais dû me référer à d'autres, ce qui n'est pas une chose idiote, on a tous besoin des autres, on apprend chacun les uns des autres. Moi, cette médiumnité me permet d'apprendre sur l'humain et de voir que mes expériences négatives ont été quelque chose pour moi d'important, de nécessaire pour mon évolution. Je peux comprendre une femme qui a vécu telle chose parce que je l'ai vécue. Je peux me mettre à sa portée, être dans ce qu'on appelle la compassion et non dans le jugement. Donc un médium digne de ce nom ne doit jamais juger son prochain, ne doit jamais nuire à son prochain, puisque on le sait, ce sont les règles, ce sont les lois universelles. C'est aime-toi et aime l'autre, aide-toi et le ciel t'aidera aussi. Donc pour moi, voilà, la médiumnité, ça devient assez aussi, maintenant tout le monde est médium, tout le monde est ceci, tout le monde est cela. Attention, il y a beaucoup de faux médiums, il y a beaucoup de faux thérapeutes. On est dans une période où le mensonge valse avec la vérité. Un médium digne de ce nom doit pouvoir aussi vous donner des éléments personnels, voilà, qui puissent vous convaincre, qui puissent vous donner quand même des choses qui ne laissent pas de doute. Est-ce que c'est une preuve? Non, ça sera une évidence qu'il y a une vie après la mort. Mais des preuves, on vous en amènera jamais. Pourquoi? Un jour, j'ai demandé à ma guide, pourquoi il n'y a pas de preuves vraiment, quoi? Pourquoi ils apparaissent pas devant tout le monde? Pourquoi, voilà. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, mais vous êtes sur une planète école. Si on vous donne la solution, si on donne, c'est comme si vous allez passer votre bac et qu'on vous donne toute la solution, il n'y a aucun intérêt déjà, parce que vous n'aurez pas avancé, vous n'aurez pas travaillé. D'autre part, l'humain n'est pas suffisamment avancé spirituellement pour comprendre tout ça. Il faut qu'il considère cette terre comme une école où se côtoient la maternelle et l'université. Donc, quand vous avez des êtres belliqueux qui déclenchent des guerres et tout, ce sont des êtres que nous, on a peut-être été. On parlait de l'incarnation tout à l'heure. Nous avons été, nous, dans d'autres vies, des êtres qui n'avons pas fait que du bien. On a expérimenté le mal, on a expérimenté les deux aspects de nous-mêmes, le côté sombre, ce yin et ce yang, on l'a exploré, on l'explore encore. Et pourquoi on n'a pas des preuves de la vie après la mort? Parce que vous êtes endeuillé, vous avez des gens qui sont chers à votre cœur, qui sont partis de l'autre côté. Si je vous dis c'est le top, c'est super là-haut, allez, vous faites quoi? Boum, vous mettez une balle dans la tête. Pourquoi je vais souffrir ici? Pourquoi je continuerai à souffrir? Pourquoi je vais me prendre la tête ici? Si là-haut c'est top.
Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Le suicide n'est pas une manière de rejoindre rapidement ceux qu'on aime. Hein. C'est pas la solution, mais ça serait un suicide collectif. Tout le monde, est-ce qu'on supporterait de tout ce qu'on supporte là? On dirait c'est bon, quoi. J'ai fini l'expérience, je me tire, quoi. Si vous êtes là, c'est que vous avez quelque chose à comprendre, c'est que vous avez quelque chose à développer, c'est que vous avez quelque chose à faire grandir en vous. Et cette médiumnité, nous, les intermédiaires, on est un petit peu là pour vous dire non, non, mais il y a de l'espoir. Et puis, si vous vivez cette expérience, c'est parce qu'elle a un sens. Est-ce qu'elle est d'ordre karmique? Par exemple, j'ai eu des cas où quelqu'un a perdu un enfant et il a demandé là-haut, mais pourquoi es-tu parti? Pourquoi Et la maman disait, mais est-ce que j'ai fait du mal? Et l'enfant a répondu, dans ta dernière vie, tu as tué un enfant. Tu as été, pas volontairement, mais tu as tué un enfant et tu as abandonné son corps. C'était un accident. Et elle me dit, tu dois aujourd'hui vivre le côté victime, le côté je suis la mère qui a perdu l'enfant. C'est dur d'entendre ça, hein. Mais la dame, elle m'a dit, mais c'est quelque chose que j'ai toujours pensé, je comprends maintenant pourquoi j'ai dû vivre cette expérience. Là, c'était lié à quelque chose de karmique. Je viens rééquilibrer les choses. Parce qu'en fait, l'univers fonctionne comme ça. C'est un perpétuel équilibre qui se met en place. Vous avez pris, vous prendrez. Vous avez volé, vous serez volé. Vous comprenez, il y a une espèce d'équilibre. C'est comme en comptabilité, il faut que les comptes s'équilibrent. Donc l'âme, elle va choisir, elle le sait pertinemment, comme vous qui avez perdu des êtres chers, elle le sait avant de s'incarner qu'elle va vivre cette souffrance sur Terre et que surtout qu'elle va complètement oublier qu'elle est venue la vivre. Hein. Parce que la loi de la Terre, de cette école particulière, c'est l'oubli. C'est-à-dire que dès que vous vous incarnez, on vous oublie, on vous fait oublier qui vous êtes, d'où vous venez. Et le but de cette expérience, c'est justement de retrouver votre chemin dans ce labyrinthe de mensonges et d'illusions. Donc, on peut ainsi donner, le médium peut aussi donner des explications sur certaines choses, peut avoir de l'information qui vient de l'au-delà, et ainsi donner une explication sur une maladie aussi, sur une pathologie. Moi, je sais qui m'aide là-haut, par exemple, hein, pour révoquer une mémoire, par exemple. On a avec nous des mémoires qui viennent de nos vies passées ou qui viennent parfois de nos plans familiaux, ce qu'on appelle des mémoires transgénérationnelles. Et des fois, quand ils nous donnent l'autorisation, ils nous disent « Ok, on est là, on va vous aider, maintenant c'est bon, on arrête ça, tu es là pour couper cette mémoire ». Et moi, je sers d'intermédiaire avec un protocole que les guides nous donnent et on coupe la mémoire et ça marche. La personne ne va plus voir de psy, la personne est guérie, la personne va mieux. C'est quand même énorme. Moi, c'est des psys qui viennent me voir. Je les aide à comprendre un peu alors, ils connaissent le procédé, le processus et le mécanisme du psyché, mais il y a un plafond et à un moment donné, ils n'ont pas de compréhension sur l'état d'un patient ou de quoi que ce soit. Ils me l'amènent sur une addiction, par exemple, ou sur quelque chose. Je me mets en contact avec soit leur guide, soit des êtres de leur famille, et ils m'aident et ils donnent la solution. Et si la solution est accordée, la personne va guérir. C'est génial. Vous voyez, ça peut avoir la médiumnité, pas seulement le fait de communiquer avec un défunt et de se rassurer sur le fait qu'il est toujours vivant, mais c'est surtout l'information qu'on a. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Où on va? Est-ce qu'il y a d'autres êtres? Il y a des tas de questions. Moi, je recommande beaucoup de lire le livre à mes clients. Je leur recommande de lire beaucoup le livre de Michael Newton, Souvenirs de l'au-delà, et Une journée dans l'au-delà. Ce sont des excellents livres qui sont écrits pas par un médium, en plus par un psychologue. Michael Newton, Souvenirs de l'au-delà, et l'autre, c'est Une journée dans l'au-delà. Il y en a plusieurs, hein, mais c'est excellent. Quand je l'ai lu, ce bouquin, j'ai dit, putain, t'es pas folle, Sylvie, parce que tout ce que moi, il me disait, il le retranscrit dedans, quoi. C'est exactement ça. Donc, la médiumnité, quand on a cette chance, cette grâce plutôt de l'avoir, c'est d'en faire bon usage, c'est de la partager, c'est de pouvoir chercher cette information qui nous échappe ici sur Terre pour pouvoir aider son prochain, pour pouvoir lui apporter. Mais il faut rester humble, il faut rester dans l'accueil aussi de cette information. Moi, par exemple, je ne me sers pas de ma médiumnité, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour trouver les numéros du loto, parce que j'en ai rien à foutre déjà. Et puis, ou pour, je sais pas, pour une quelconque raison personnelle. Et chaque fois, d'ailleurs, j'ai voulu le faire, parce je suis une taquine, moi j'aime bien aller quand même chercher les limites.
je me prends une claque dans la figure et direct, je me remets à ma place, quoi. Mais c'est important de savoir que voilà, cette médiumnité, elle a pour but aussi, voilà, surtout de nous enseigner, de nous apprendre énormément de choses et d'avoir un regard différent sur la vie, sur la mort, sur la continuité de notre existence. Qui sommes-nous? Où on va? Pourquoi si? Pourquoi on souffre? Pourquoi il y a des gens heureux? Pourquoi il y en a qui sont malheureux? Et c'est surtout cet accès à cette unité, cet amour inconditionnel. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de religion dans le monde de l'au-delà. Quand quelqu'un était très croyant, ils vont souvent se présenter sous la forme, par exemple, de la Vierge Marie ou de quelque chose pour les rassurer. Comme un Indien va voir le grand Sachem, l'ancêtre, qui va venir le rencontrer. Ils savent prendre l'apparence là-haut de ce qui va nous rassurer parce que pendant des années, on a été conditionné, programmé pour croire en telle divinité ou en telle chose. Mais une fois là-haut, on dit non, attends, maintenant, regarde, voilà comment ça se passe, c'est comme ça. Voilà pour ce qui est, moi, de ma connaissance, hein, et surtout, en ce moment, j'ai jamais été aussi médium que je le suis par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et c'est là où je suis heureuse de pouvoir, en tout cas, apporter de l'espoir, si ce n'est pas autre chose, mais au moins de l'espoir aux générations qui sont là, aux générations futures qui vont construire ce nouveau monde. Qu'on y n'y croit pas, c'est un... Je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient là quand j'étais venue faire la conférence sur ce qui se passait actuellement, mais on est bien dans un changement profond de conscience parce que c'est une étape naturelle. L'être que nous sommes, on évolue, on est un bébé, on devient un petit enfant, puis un adolescent, et puis un être adulte, et puis un sage ancien. Et bien la Terre, c'est aussi un être vivant qui évolue, qui est en train de sortir de sa phase d'adolescence. Et comme nous, quand nous étions adolescents, on n'est pas dans un état stable. Quand on est adolescent, on n'est pas stable. On n'est pas à la fois enfant parce qu'on ne peut pas demander d'être ce bébé avec les câlins qu'on a, voilà. Et on ne peut pas non plus être l'adulte parce qu'on nous refuse les responsabilités d'un adulte. Notre corps change, nos hormones nous travaillent, on est des boutons, on est moche, on est totalement instable quand on est ado. Enfin, je pense que tout le monde se reconnaît un petit peu dans cette période où on ne sait pas bien ce qu'on veut faire, parce qu'on nous demande en plus de faire des choix, voilà. Les gosses, on vous demande à 16 ans, tu veux faire quoi comme métier? J'en sais rien, moi. Donc voilà, cette période instable, c'est ce que vit la Terre depuis 56 000 ans. Elle sort de sa période d'adolescence pour entrer dans sa période de sagesse, de sa période adulte, en tant qu'être vivant. Et nous, il faut la suivre. Et il faut l'accompagner. Et si on ne vibre pas sur sa fréquence à elle, ça va être compliqué. Donc voilà. Alors, on va peut-être passer aux questions. Je suis à combien là Ouais. Donc, si vous voulez bien, est-ce que déjà, ça va? Est-ce que j'ai été concise et j'ai essayé de vous expliquer un peu cette différence entre la voyance, c'est clair, et la médiumnité, et qu'est-ce qu'on peut en faire de cette médiumnité? Est-ce que vous pouvez aller vers cette médiumnité? Je vous dirais oui. Et puis, travaillez, faites-le. Attendez pas de toujours que l'autre vienne vous pouvez le faire. Comme moi, si j'ai envie d'apprendre le dessin, je vais prendre des cours, je vais m'entraîner, je dessine comme très mal. Mais je suis capable de faire un joli dessin si je m'entraîne et si je prends des cours. La médiumnité, elle est en vous, elle fait partie de vous. Alors, je vais parler du channeling vite fait, et puis, le channeling, c'est différent, c'est vraiment la communication avec les guides spirituels. Donc là, on est sur une fréquence encore plus haute, et ça descend tout seul. Zion, zion, zion. Et là, c'est de l'information. Alors, vous la prenez en direct en écrivant, comme de l'écriture inspirée. On appelle l'écriture inspirée, c'est une forme de channeling. Mais le channeling, c'est carrément par la voix. Par exemple, le guide, il va parler directement. Et il va s'adresser à vous non-stop. C'est sur et il va vous dire des choses qui vous appartiennent, qui sont totalement personnelles. Il va essayer de vous guider le mieux possible dans votre chemin de vie, vous expliquer des choses. Et on a tous des guides, bien évidemment. Et moi, ma particularité, c'est de pouvoir me mettre en contact avec ces guides et puis de vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul, parce que derrière, il y a toute une équipe que vous ne voyez pas, mais qui sont bien ici présents.
qui vous font des signes, qui essaient d'attirer votre attention aussi, qui vous font faire des rencontres, qui vous mettent sur votre chemin des personnes qui vous aideront à vous élever en conscience. Ils vous mettent des livres, ils vous mettent beaucoup de synchronicité aussi pour vous faire comprendre. Mais voilà, vous pouvez pas les voir visuellement parce que c'est pas avec ces yeux-là qu'on voit ce qui est l'invisible en fait. Ça, c'est ce qu'on a sur notre corps, nos sens, ils sont là pour analyser les données de la troisième dimension. On a des mains, des yeux, des sens qui sont là pour s'adapter à ce monde-là. Comme quand on va sous la mer, on va prendre un scaphandrier pour s'adapter à la pression de l'eau et à l'environnement de l'eau. Les guides, c'est un peu pareil. Pour eux, c'est super dur de venir ici, sur cette surface, sur cette onde. C'est comme nous, si on descend à 500 mètres de profondeur sous l'océan, c'est pas notre univers, c'est lourd, c'est pesant, on peut pas, voilà. Donc, vous les verrez pas rarement. C'est rare qu'on puisse voir son guide physiquement. Moi, j'ai vu un des miens et j'ai expliqué justement à midi. Mais c'est une expérience qui est très rare, hein, qui est rarissime. On verra, les morts, c'est pareil. Hein. Enfin, les morts, j'aime pas dire les morts. Les désincarnés, ils vont venir nous voir des fois, mais ils vont pas pouvoir rester longtemps. N'imaginez pas que vous allez tenir une conversation d'un quart d'heure avec un défunt. Même moi, je peux pas. Hein. Donc, c'est pour ça que nous, cet intermédiaire qu'on fait à ce mi-chemin entre les deux mondes, c'est bien. Parce ils peuvent tenir un certain temps et moi, je peux tenir un certain temps. Mais si eux descendaient là, ils pourraient se faire voir que l'espace de quelques secondes parce que c'est très dur pour eux. C'est de la mélasse, comme ils disent. Ils ont un peu de mal à... Alors, des fois, ils le font parce que c'est nécessaire. C'est important. C'est important pour vous réveiller, pour faire en sorte que votre conscience, elle puisse comprendre que ce qu'elle vient de voir, c'était pas un rêve, c'était bien une communication avec eux. Alors, ils vont venir dans vos rêves aussi. Ça, c'est un petit accès sympa pour eux. Le rêve. Passer par le rêve parce que, enfin, ils passent pas vraiment par le rêve. Ils inscrivent dans le rêve une information. Souvent, vous le rencontrez dans le monde astral pendant que vous dormez parce que la nuit, on s'en va. On va se promener ailleurs. Puis on revient et on a tout oublié. On s'en rappelle plus. Et quand on a fait une rencontre avec un de nos défunts, on va l'inclure dans le rêve. Le cerveau, lui, il va avoir besoin de mettre des données. Il va falloir qu'il rationalise les choses. Il va essayer de nettoyer tout ça. Et donc, vous allez vous réveiller en disant, j'ai rêvé de mon père, mais c'était tellement réel, c'était tellement vrai, c'était tellement... Moi, ça m'est arrivé. Hein. J'ai même douté que mon père était mort après, hein, tellement c'était réel. Et puis, en fait, c'est une sensation étrange, ces rencontres dans l'astral. Parce que ça laisse un autre goût qu'un simple rêve où on les croise, où il y a des conneries au milieu, vous voyez, les genres de rêves où c'est tout débile, tout est en vrac. Là, c'est vraiment une rencontre et on sent, on peut se prendre dans les bras, c'est vraiment une rencontre. Et quand on revient, on s'en rappelle et on l'oublie jamais. Donc ça, c'est vraiment des rencontres médiumniques aussi intéressantes qui peuvent mettre en place pour venir vous soulager, vous apporter leur amour et puis vous dire qu'ils vont bien. Alors, on va passer aux questions. Je vous écoute. Essayons de... Oui. Non, je pense que c'est sa propre conscience qui se projette dans un potentiel futur. Ça vient pas de quelqu'un qui vous donne l'information. C'est votre propre conscience qui vous la donne. Enfin, pour moi. Hein. Maintenant, je me trompe peut-être, j'en sais rien. Mais ça vient pas de l'extérieur, ça vient vraiment de soi. C'est vraiment votre propre conscience qui se délocalise un moment et qui va avoir une information qui va se produire et qui revient et qui ramène l'information. Je le verrais plutôt comme ça. Après, de l'autre côté, ils peuvent nous donner des informations. Comme je vous ai expliqué, mon père qui m'expliquait tout. C'est comme de la voyance, hein, puisqu'il me donnait des détails, il me donnait des choses. Mais le flash de voyance, moi j'avais posé la question à ma guide. C'est vous qui me projetez ça? Non, c'est toi qui te projettes. C'est comme le remote review, je ne sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire la projection astrale ou le rêve lucide. C'est-à-dire, le remote review, c'est la capacité de projeter sa conscience dans un autre lieu. Alors, je suis une médium qui est capable de le faire. Tous les médiums ne sont pas capables de le faire. C'est-à-dire que vous me donnez des coordonnées, vous me donnez un lieu, je vais le visiter, je vous dis ce qu'il y a, je peux aller chez vous et vous dire comment c'est fait. Oui.
Donc ça, je l'ai eu dans des expériences, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont eu ici, mais ça m'est arrivé de dire, tiens, ben, chez vous, c'est comme ça, je me projette chez vous et je suis capable de vous dire, attention, il va peut-être y avoir un incendie parce que je vois un problème électrique et tout. Donc c'est vraiment ma conscience, c'est de la projection astrale, la projection de conscience. Le remote review, c'est la capacité de projeter sa conscience dans un lieu et d'en ramener les détails. Alors ça, les espions, en Russie, aux États-Unis, ils ont des sections particulières pour ça, hein, et ils travaillent là-dessus. Ils sont même recherchés, ces gens comme ça, hein, pour travailler en espionnage psy. On les appelle les espions psy. Ils sont très recherchés. Ils ont même fait beaucoup d'études. Ils ont même fait de la merde aussi, excusez-moi de mon vocabulaire un peu cru, pour justement recruter des enfants qui avaient ces capacités de se projeter. Un gars, je ne sais plus comment il s'appelait, il était capable d'aller voir une base nucléaire et de décrire le sous-marin qu'ils étaient en train de construire et tout ça. Donc c'est une façon de projeter sa conscience dans un lieu. La voyance, vous projetez votre conscience dans un temps. Vous voyez? Mais ça ne vient pas de là-haut qui me disent, tiens, il va se passer ça. Voilà. D'autres questions? Oui? Bonjour. Alors, j'ai pas eu avec mon papa ce genre de discussion. J'ai eu sur d'autres sujets, mais par contre, j'en ai parlé à ma guide. Donc, alors ça dépend, il faut que je m'attarde sur le cas en question, quoi, pour demander comme je vous ai dit, j'ai été appelée sur des cas de disparition. Je suis très fascinée par l'histoire de la disparition, justement, des disparitions. C'est des choses que j'écoute beaucoup et que je vous disais tout à l'heure, ça m'aurait plu de donner mes services à la police ou à la gendarmerie pour trouver des gens disparus. Je l'ai fait. Souvent, on est malmené, hein, et puis on n'a pas derrière, ils nous répondent pas. On nous demande. Moi, une fois, une dame m'appelle, elle me dit, ma grand-mère a disparu. Est-ce que vous pouvez la retrouver? Bien sûr, je lui dis oui. Je ne prends rien. Hein. Là, je ne monétise absolument pas ça. Et je lui dis ok, envoyez-moi la carte de l'endroit où elle a disparu, envoyez-moi une photo. À quelle heure, quel endroit, enfin je veux quand même quelques détails. Et je retrouve une signature énergétique de cette personne à 20 km de l'endroit où elle a disparu. Et je lui dis, orientez vos recherches là. Elle me dit, c'est pas possible, elle peut pas marcher, elle a disparu, c'était dans le Cantal, elle a disparu comme ça. Et elle connaissait bien les bois, les coins et tout. J'ai dit, écoutez, elle n'est pas là, orientez les recherches là. Et elle m'a plus ou moins cru, quoi, sauf qu'ils ont élargi les recherches et ils l'ont retrouvée à l'endroit où je l'ai trouvée, moi, décédée. Je lui dis, malheureusement, elle est décédée. Et elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je lui dis, écoutez, moi j'ai vu des 4x4, elle a été renversée par des chasseurs, il y a beaucoup de 4x4. Ils ont pris peur, ils ont déplacé son corps, voilà, c'est très triste, mais elle ne pouvait pas aller faire 20 km avec une hanche, voilà. Donc ça, c'est les cas de disparition, on va dire, malheureusement classiques. Il y a les disparitions qui sont liées au trafic d'êtres humains, il y a les disparitions liées à des suicides, des gens vont voilà, il y a des tas de raisons, et puis il y a les disparitions mystérieuses. Et ça, ils m'ont expliqué là-haut qu'il y avait des vortex, qu'il y avait des portes multidimensionnelles et que certains les franchissaient et disparaissaient. Voilà. Où ils sont, on n'en sait rien. Hein. Ils sont dans une autre époque, dans une autre rue, on ne sait pas. Ouais. Oui, il y a des endroits où il y a des vortex et vous disparaissez, vous retrouvez dans un autre lieu, un autre temps. Ça fait très science-fiction tout ça, mais moi j'ai des exemples où des gens qui ont vécu des expériences assez bizarres comme ça, hein, et où l'espace-temps n'est plus, quoi. Il y a une espèce d'espace-temps qui disparaît. Il y a des gens qui sont partis, ils reviennent 40 ans après, ils n'ont pas vieilli,
C'est mystérieux, hein, mais ça, c'est vraiment des vortex énergétiques. Voilà, ils sont, ou alors, il y a des disparitions, ce qu'on peut appeler des abductions aussi, hein, des personnes qui sont parties avec les copains galactiques, ou pas les copains. C'est pas tous des copains non plus. Mais il y en a, ouais. Voilà ma... Oui, bonjour. Oui, alors de plus en plus, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les synchronicités, c'est vraiment comme des petits cailloux qu'aurait semé le petit pousset pour vous permettre d'attirer votre attention et de comprendre qu'il y a des choses qui sont symboliques, parce qu'une synchronicité, c'est souvent la répétition d'une chose qui écarte tout phénomène de hasard, on va dire. Bon, par exemple, une synchronicité. Je vais vous dire un exemple. Par exemple, bon, là, je suis là et j'ai envie d'aller en vacances dans un lieu particulier. Je vais aller en Bretagne, tiens, imaginez. Mais je suis pas sûre. J'ai un doute. Alors, je vais peut-être demander à mon guide aussi s'il peut me dire, bon, j'hésite entre la Bretagne et l'Alsace. Bon. C'est un exemple, hein, c'est pas dans mon projet. Hein. Eh ben, le guide, il va vous mettre des synchronicités. C'est-à-dire que vous allez croiser une dame dans la rue et dire, ça va, ouais, moi, je rentre de Bretagne. Ah, c'était bien et tout, ouais. Vous passez à côté d'un magasin, vous avez le phare de Bretagne. Vous rencontrez plus loin une personne qui a un tristel sur elle. Vous voyez, c'est bing bang. Tu les vois là, les synchronicités? Donc, on est en train de te dire, choisis la Bretagne. Voilà, ça, c'est ça, une synchronicité. Donc c'est quelque chose qui vous ramène à quelque chose, une information que vous avez en amont déjà apprise, ou un choix que vous êtes en train de faire. Après, il y a les synchronicités qui sont liées effectivement aux chiffres miroirs. Alors ça, c'est pour faire un peu éveiller votre conscience aussi sur la numérologie, sur la magie des chiffres. Si vous avez toujours ce chiffre 22-22 qui s'affiche ou un chiffre particulier, c'est qu'il faut que vous alliez voir la symbolique de ce chiffre, s'il s'affiche souvent. Les heures miroirs sont souvent des signes de nos défunts aussi. C'est souvent pour dire « je suis là, bisous ». Voilà. C'est souvent, c'est rigolo quoi. Je finis une séance l'autre jour, la dame, mon réveil est derrière, enfin mon réveil, pour regarder l'heure où j'en suis quand même, parce que j'avais mon réveil derrière moi, je le vois pas, je me tourne la tête pour voir quelle heure il est, puis quand je suis en médiumnité, j'ai aucune notion du temps. Et là-haut, son enfant lui dit, maman, tu les vois, mais 11h11, quoi, franchement, j'arrête pas de te les montrer et tout. Je dis, ouais, mon fils, je le vois et tout. Et puis on arrête la séance, il dit bon ben voilà on y va. Et puis la dame me fait regarder. Et là je me tourne 11h11. Je fais ok voilà bon ben c'est clair, il est en train de vous dire je suis là et c'était son chiffre qu'il avait choisi. Donc les synchronicités ouais elles sont nombreuses en ce moment. Je pense que si plus on y fait attention plus on les voit aussi. Hein. Donc c'est pas il n'y a pas de hasard. Après c'est pas le hasard quoi. Oui. Oui. Vas-y. Ah bon? Ouh. Non, non. Et elle a dit quoi pour le Puy-de-Dôme? MAUX? Monsieur? Mais complètement. Oui, on a des petites choses, bien sûr, mais pas toute la totalité. Pas toute la. Oui, mais bien sûr, parce que
Par exemple, moi, je suis une cavalière. Hein. J'étais, enfin, je monte plus, mais j'étais une cavalière. Et quand je suis arrivée dans le club où j'étais, en plus, c'est un truc de dingue, quoi. Mes parents étaient ouvriers, ils n'avaient pas les moyens de me payer des cours d'équitation. J'avais 18 ans et ma passion, c'était le cheval. Alors, je m'appelle Chevaleria. Nom de jeune fille de ma mère, c'est Chevalier. Vous voyez, ça tourne autour de moi quand même. Hein. Et le monde du cheval, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui m'a attirée dès le plus jeune âge. Et quand je suis arrivée dans ce club, je suis tombée sur une femme qui sortait de l'ordinaire, mais vraiment, hein, vraiment une figure singulière. Elle m'a regardée, elle m'a dit, toi petite, on a été incarnés ensemble sous Catherine de Médicis, tu supportes pas la foule parce que tu as été piétinée par la foule. J'ai fait, waouh. J'ai dit, ouais, c'est clair, je supporte pas la foule. J'ai beaucoup de mal. Là, vous voyez, ça va parce que vous êtes un peu éloigné un peu de moi. Mais quand j'allais en boîte, en discothèque et tout, j'étais vers la sortie de secours, hein, tout le temps. La première chose, je rentrais, je regardais la sortie de secours où elle était. J'avais ce souvenir intérieur que la foule pouvait me tuer, quoi. Et cette dame, direct, boum, elle arrive dans ma vie aussi, dans le monde qui m'attire le plus. Et je lui dis, écoutez, madame, j'ai pas d'argent, mais j'ai du courage. Et apprenez-moi à monter à cheval. Et moi, je vous ferai vos écuries, je ferai tout ce que vous voudrez, votre secrétariat. C'est comme ça, on a fait un deal. J'ai jamais payé une leçon d'équitation. Et un jour, elle me dit, ma petite Sylvie, tu vas monter en équitation, tu vas monter en Amazon. Elle avait une salle d'Amazon. Elle était très, c'était un vrai musée chez elle. Elle avait des trucs de ouf, quoi. Je dis, oh, pas, non. Elle me dit, si, mais tu te rappelles, tu t'en rappelleras, tu sais monter en Amazon. Eh ben, vous le croirez si vous voulez. Je me suis mise sur le cheval, j'ai positionné mes jambes naturellement, j'ai posé mon équilibre naturellement. Elle m'a regardé, tu vois que tu sais monter en Amazon. Maintenant, tu vas sauter un obstacle en Amazon. Jamais de la vie. Elle me dit, tu peux le faire. Jamais de la vie. Quand vous faites de l'obstacle, pour certains, s'il y en a qui sont cavaliers, il faut quand même avoir les jambes, on serre le cheval. Hein, et en Amazon, les fautes sont multipliées par 10, c'est-à-dire que vous n'avez que l'équilibre pour et les aides naturelles et les cravages, je pense. Eh ben, j'ai su le faire, comme si tout mon corps se rappelait comment il fallait se tenir, un truc de dingue. Donc ça, c'est des réminiscences de vie antérieure qui peuvent effectivement éveiller justement notre intérêt pour ça. Certaines phobies viennent aussi de nos vies antérieures. Hein. Pourquoi j'ai peur de ci, pourquoi j'ai peur de ça, pourquoi j'ai telle attirance pour ci, pour ça. Donc ça explique effectivement, et ça doit susciter de l'intérêt pour aller chercher justement, s'il y a vie antérieure, ça veut dire qu'il y a une âme qui se promène d'une génération en génération, qui vient, qui repart, qui acquiert de l'expérience et qui, mais heureusement qu'on ne se souvient pas de tout. Vous imaginez le bazar dans votre tête? Si on se souvenait de tout ce qu'on a été, c'est pour ça qu'il faut s'incarner. Quand on dit, comment on dit, incarnez-vous, s'ancrer. Merci. S'ancrer, c'est ça, c'est s'ancrer dans cette incarnation, même si on a des petites brives qui nous reviennent en mémoire. On a des tâches, des souvenirs physiques de nos vies antérieures. Il y a des choses, il y a des très bons bouquins, hein, Monroe, tout ça, il y a de très bons bouquins sur les gamins aussi qui se rappellent de leur vie antérieure. Quand j'étais petite, je devais avoir 7 ans, 7-8 ans. Je m'en souviens, il y a des trucs comme ça qui restent gravés. J'étais avec mes parents, on regardait un film de pirates en noir et blanc, vous savez. À l'époque, là, on avait télé en noir et blanc. Hein. On regardait un film de pirates et puis moi j'étais là comme ça. Je dis, c'est n'importe quoi, ils font même pas le carénage, ils partent en mer sans faire le carénage. Et mon père me regarde, quoi, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi le carénage? On est en Auvergne, hein, je vous rappelle, on n'est pas à Nantes. Hein. Je dis, papa, c'est enlever les coques sur le bateau pour qu'il le nettoyer et tout ça. Et puis, tu sais, le phoque, c'est là, la proue, c'est là, le grand mât, là. Je lui dis, le tribord, c'est ça, bâbord, c'est ça. Mon père me regardait avec des yeux comme ça, il me dit, mais tu sais ça d'où? Je dis, je sais pas, mais je le sais. Et quand je suis allée à La Rochelle, j'ai senti que j'avais été un flibustier, quoi. J'adore les bateaux à voile, je kiffe les bateaux à voile. J'avais rêvé d'aller sur le Belém, c'était trop cher, dommage. Mais j'ai vraiment ça me plaît, ça m'attire, et je savais à 7 ans ce qu'était la proue, la poupe, la bâbord, le tribord, le grand mât, le petit phoque, le grand phoque, le carénage. Mon père, il comprenait rien. Et c'est là qu'il me commençait à me poser des questions. Comment tu sais ça? Je lisais pas des livres là-dessus. C'était juste des réminiscences de vie antérieure. Oui, l'hypnose régressive peut aider, bien sûr. Oui. Je fais.
Alors moi, je ne mets pas la personne en hypnose parce qu'il y a deux moyens de le faire. Enfin, moi, j'ai découvert ce moyen-là chez moi. C'est-à-dire que, effectivement, soit vous allez chez un thérapeute, il vous met en hypnose intense et il va dans le supraconscient et là, il va aller chercher, vous allez vous vivre cette partie de vie qui vous a traumatisé. Et on va faire une guérison. Moi, je l'ai fait pour moi. J'ai été faire 3 régressions pour aller nettoyer des mémoires de rejet. Ça a super bien marché d'ailleurs. Et une douleur que j'avais à l'époque qui était inexplicable et qui a cessé dès que cette régression a été faite. Et j'ai appris que moi, je pouvais le faire, mais d'une façon différente, c'est-à-dire que pour les autres. C'est-à-dire que moi, je demandais à la conscience de l'autre de se projeter dans ma conscience pour qu'elle m'amène sur une vie antérieure pour laquelle il y avait un problème. Et je vais à ce moment-là, avec les guides et leur accord, bien sûr, révoquer ce lien. Je vais couper ce lien, cette mémoire, et la personne va être guérie. Et j'ai guéri, enfin, c'est pas prétentieux, mais je peux demander des témoignages. Hein. Il y a des gens, je les ai complètement sortis de leur névrose et de ça en coupant simplement un lien d'une vie antérieure. On fait une révocation de ça. Ouais. Parce qu'ils nous le donnent le droit aujourd'hui, parce qu'ils nous ont donné accès à ça. Parce que c'est important qu'on puisse un peu se soulager de ça. Puis ça éveille les gens, ils se posent des questions. Hein. Quelqu'un qui est très rationnel, vous lui expliquez un truc, vous faites un truc comme ça, pour lui, vous êtes oh, mais ça marche, ça a marché, ça fait 10 ans que je fais de la thérapie, je viens chez vous, 1 heure, boum, ça y est, je suis... ils repartent, enfin, j'ai pas mal de témoignages, c'est pas pour me la péter, j'en ai rien à faire, je veux dire, je suis pas là pour me gosser, je partage juste mes expériences et c'est magnifique, c'est magique, moi j'adore ça, quoi, ça m'éclate trop, quoi, de faire retrouver le sourire à quelqu'un et puis de lui permettre d'avancer dans sa vie et de se débarrasser de quelque chose qui l'empoisonne. Comme des mémoires transgénérationnelles, c'est pareil. Vous trimballez une mémoire de votre famille que vous n'avez pas besoin de trimballer, quoi. Vous savez, dans des familles où il y a par exemple des suicides constants de génération en génération, ou d'addiction, ou de dépendance, ou de séparation, ou de mort d'enfants, ben, là, ils nous donnent l'autorisation d'aller couper ça, de révoquer ça. Et on le fait. Ou de couper un contrat d'âme aussi. Parce que ça, c'est. Moi, un jour, mes guides m'ont réveillé, m'ont dit écris. Bon, ok, d'accord. J'écris. C'est quoi ça? Et ils m'ont donné 3 protocoles. Un protocole pour la révocation, il y a 12-13 ans de ça. Un protocole pour couper les contrats d'âme. Vous savez, vous connaissez les petits bonhommes aux allumettes? Ouais, c'est pareil, mais c'est. Là, on est dans. C'est du haut de gamme. Hein. C'est vraiment, on va chercher loin pour couper le lien toxique avec la personne. Donc, c'est la révocation du contrat d'âme. Et ils m'ont donné la révocation donc des contrats karmiques familiaux, donc pour couper ces mémoires justement. Et puis un autre qui a rien à voir, qui est pour détecter des implants. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Les implants énergétiques. Une autre question, dernière? Fini? C'était la dernière? Oh, on resterait des heures. Hein. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, merci de votre écoute.